Bonsoir, je vais donc passer à une nouvelle série euh, de vidéos dans lesquelles je vais décrypter les enjeux de l'après-guerre, autrement dit les structures idéologiques, euh, politiques, diplomatiques, sociales, culturelles qui déterminent la manière dont la société française va réagir au lendemain de cette Première Guerre mondiale qui incontestablement est l'appellation même par laquelle le conflit va rentrer dans la mémoire, la Grande Guerre, signifie bien qu'il s'agit d'une victoire exceptionnelle, mais aussi qu'il s'agit d'une victoire payée d'un prix atroce, abominable, et qui, par bien des aspects, explique la manière dont la société française sera incapable de faire face à la volonté de revanche que ce conflit va entraîner de la part évidemment de l'Allemagne, mais aussi de la part d'autres États que l'on appellera les États révisionnistes, qui tout simplement n'ont pas obtenu dans les règlements d'après-guerre, dans les négociations de paix, ce pourquoi ils s'étaient battus. Et donc, une des premières conséquences, je la signale, j'aurai l'occasion d'y revenir de manière très précise, c'est que par rapport à l'horreur qu'on a connue, plus jamais ça. La prééminence d'une culture pacifiste qui va aller jusqu'à un pacifisme ultra, quitte à refuser, lorsque les circonstances conduiront les nazis au pouvoir, à refuser toute idée de guerre contre le nazisme, dont l'essence même, par moults aspects, est de faire la guerre. Et une guerre d'un type nouveau que nous aurons à définir, mais ça sera au second semestre. Il faut, en préalable, je pense, et ça va être l'objet de cette vidéo, analyser dans quelles circonstances on a réglé les problèmes issus de la Première Guerre mondiale et pour l'essentiel c'est symbolisé par le traité de Versailles. Pour ce faire, et j'ai déjà fait allusion à travers quelques remarques concernant les divergences des buts de guerre affichés entre puissances alliées et associées, et notamment les buts de guerre tels que définis par le président Wilson, les fameux 14 points du président Wilson, il faut bien comprendre que les négociations de paix vont faire voler en éclats le front commun des alliances de la Première Guerre mondiale. Pour deux raisons relativement simples à comprendre. La première,
c'est que les 4 principaux vainqueurs de la Première Guerre mondiale, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, les États-Unis, à quoi il convient d'ajouter l'Italie, qui, malgré ses alliances initiales qui eussent dû la conduire à entrer en guerre en 1914 aux côtés de l'Allemagne, du fait même de ses prétentions sur l'Adriatique, sur ce que les Italiens appellent les terres irrédentes, et de se trouver en conflit avec l'Empire austro-hongrois, les Italiens, en 1914, ne sont pas entrés en guerre et finalement, en juin 1915, ont choisi d'entrer en guerre aux côtés des Français et des Britanniques. Dans cette affaire, d'ailleurs, la diplomatie française a caressé dans le sens du poil des leaders d'opinion italiens tout à fait importants, au premier nombre desquels il convient de signaler le patron du journal socialiste de l'époque, Benito Mussolini. La généalogie intellectuelle et politique de Mussolini est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce à quoi on fait traditionnellement allusion dans les manuels scolaires et universitaires. Mussolini est quelqu'un de tout à fait important dans le Parti socialiste italien avant la Première Guerre mondiale, et la diplomatie française a très vite compris tout l'intérêt qu'elle aurait à négocier avec lui pour favoriser l'entrée en guerre de l'Italie à ses côtés. Quoi qu'il en soit, dans les négociations qui conduiront au traité de Versailles et qui commencent, donc la conférence de la paix, qui commence dès janvier 1919, dans un climat d'ailleurs où on se bat en Europe. Rien ne serait plus faux que de croire qu'il n'y a plus de guerre en Europe. On se bat en Russie. On se bat en Russie où Français, Britanniques, mais aussi Japonais et autres interviennent militairement aux côtés des armées contre-révolutionnaires, les armées blanches, pour essayer d'écraser le jeune État soviétique. Tant ils craignent que la révolution russe ne soit qu'un début et que on se bat aussi en Allemagne. L'Allemagne, dans la foulée de sa défaite, dont j'ai essayé de vous montrer en quoi l'opinion publique allemande n'y était pas préparée, pour la bonne raison que l'on ne s'est jamais battu en Allemagne pendant 4 ans. L'Allemagne est prise avec une quasi-guerre civile et une série de mouvements révolutionnaires à répétition. Le plus connu, c'est la révolution spartakiste à Berlin, qui est réprimée dans le sang par les sociodémocrates qui ont fondé la République dite de Weimar. Ça explique aussi, sur la longue durée, une fracture terrible, payée du prix du sang, au sein des forces de gauche allemandes, qui auront évidemment, par là même, bien des difficultés à essayer de se réunir face à un ennemi commun. Mais là n'est pas l'essentiel pour le moment. L'essentiel, c'est que les 4 principaux vainqueurs, qu'on peut symboliser par les acteurs principaux de la conférence de la paix, pour la France, Georges Clemenceau, vous commencez à connaître, je vous en ai parlé à moult reprises, que ce soit à propos de la fondation de la Troisième République, que ce soit à propos du boulangisme, que ce soit à propos de l'affaire Dreyfus,
que ce soit à propos des lois de séparation de l'Église et de l'État, et bien évidemment de sa conduite comme chef du gouvernement à compter de 1917, et qui lui vaut son surnom de Père la Victoire. Georges Clemenceau, un peu rejoint en cela par le Premier ministre italien, Orlando, sont des gens qui pensent la sécurité en termes géostratégiques traditionnels. Grosso modo, pour la France, l'enjeu de la paix, c'est la destruction de l'Allemagne. Or, militairement, on ne l'a pas obtenu, puisque précisément, on ne s'est jamais battu en Allemagne. La victoire est incontestable. Elle a coûté très cher, trop cher, mais elle est incontestable. Et une Allemagne qui serait en quelque sorte sauvegardée par des négociations de paix représente pour les Français, en tout cas dans la conception de Georges Clemenceau, une menace à terme. Comment imaginer une seule seconde, surtout dans la réalité psychologique collective allemande que je viens de vous rappeler? L'Allemagne a été trahie de l'intérieur, il n'a pas perdu. L'Allemagne a été poignardée dans le dos. C'est faux. Mais peu importe que ce soit faux, puisque c'est cette perception-là qui risque d'être la culture dominante, le mode de pensée dominant des Allemands après. Et donc, il y a là un ingrédient structurel qui fait que si on ne transforme pas par une paix très dure vis-à-vis de l'Allemagne les résultats de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, comme on dit, alors on risque de voir une Allemagne se reconstruire pour évidemment aboutir à une volonté de revanche quasi inéluctablement. Et après tout, par certains aspects pour les Français, et c'est un argument frappé du sceau du bon sens, la Première Guerre mondiale est d'abord une guerre franco-allemande, comme la guerre de 1870 avait été une guerre franco-allemande. Et pour obtenir sa sécurité, alors il faut un affaiblissement maximum de la puissance allemande. Il faut, si possible, désintégrer l'Allemagne, la diviser en plusieurs États. Il faut revenir sur le processus bismarckien d'unification allemande pour éradiquer à terme cette menace. Donc, pour Clemenceau, la sécurité française impose une paix qui soit la plus dure possible vis-à-vis de l'Allemagne. Orlando, pour l'Italie, il est entré en guerre dans ce climat de retournement diplomatique dans lequel la diplomatie alliée a joué un rôle, et notamment la diplomatie française. Il n'est d'ailleurs pas dans ces méthodes qui sont allées draguer Mussolini en décembre 1914, janvier 1915, et qui consistait tout bonnement à apporter de l'argent par l'intermédiaire de l'ambassade de France en Italie, avec des émissaires politiques, dont d'ailleurs certains pourraient vous paraître un peu bien surprenants. Je pense à l'une des figures tutélaires
de ce qui deviendra le Parti communiste français, Marcel Cachin, qui a été directement impliqué dans des missions, dans ces missions qui ont consisté à porter des valises de billets au siège du journal socialiste que dirigeait Benito Mussolini. Alors évidemment, dans l'histoire communiste, ça ne fait jamais très plaisir qu'on rappelle l'itinéraire de Marcel Cachin, mais ce n'est pas l'ultime fois que nous aurons, à propos de Marcel Cachin, à parler de certaines zones d'ombre et d'ambiguïté assez fondamentales. Mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir également. Pour Orlando, donc, après une guerre qui a été très meurtrière aussi, les offensives de 1917 sur le front de Caporetto ont abouti à une saignée terrible du côté italien. La guerre dans les Dolomites, dans les zones de montagne, n'a pas été une guerre d'opérette, loin de là. Les Italiens ont beaucoup souffert. Le nombre de morts, plus de 700 000, est quand même tout à fait impressionnant. Alors évidemment, c'est moins que les 2 millions d'Allemands, c'est moins que les 1 500 000 Français. Mais quand même, ça compte. Ça compte même beaucoup. Les Italiens, ils sont entrés en guerre parce qu'ils avaient des revendications précises que j'ai évoquées. Or, ces revendications précises se heurtent aux propositions du président Wilson qui, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et droit peut-être généreux dans une analyse sommaire et qui place l'argument éthique au premier plan, mais dont il ne faudra jamais perdre de vue qu'il sert aussi des intérêts bien compris. Et j'aurai l'occasion d'y revenir là-dessus. L'Italie, donc, est aussi partisane, comme la France, donc, d'une paix géostratégique qui pense la sécurité en termes géostratégiques traditionnels. Donc une paix dure avec des satisfactions données aux revendications territoriales italiennes. Voilà. C'est un premier camp. Mais en face de ça, il y a les positions américaines et britanniques, dont les motivations ne sont pas tout à fait identiques, mais qui vont se rejoindre sur leurs conclusions. Elles ne sont pas tout à fait identiques parce que les intérêts américains ne sont pas exactement de même nature que la diplomatie traditionnelle britannique qui tient à sa géographie. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne est une île, et cette île, pour se défendre, ne peut pas tolérer l'existence d'une superpuissance en Europe. Et si on ne comprend pas ça, d'ailleurs, on ne comprend rien au positionnement géostratégique britannique, je dirais, jusque et y compris dans des débats actuels sur le Brexit. Cette position insulaire qui fait que la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, puisqu'on est en pleine phase également de développement nationaliste irlandais, ce Royaume-Uni de Grande-Bretagne, le jour même où les Alliés ont gagné, estime que désormais, le danger principal, c'est la France. Donc précisément les conceptions géostratégiques, si on les suit,
Si on va jusqu'à un démantèlement territorial de l'Allemagne, vont faire de la France une superpuissance. C'est bien pour ça que de tout temps, les Britanniques se sont opposés à toute tentative d'hégémonie européenne. Prenez les guerres de Louis XIV, prenez les guerres de Napoléon. Vous avez là un théorème de la diplomatie britannique. Et quant aux Américains, les Américains, ils ont très bien compris que désormais l'Europe s'étant acharnée à se détruire, l'Europe qui était le centre du monde, le centre de la révolution industrielle, la capitale économique et financière mondiale avant 1914, que l'Europe était entrée dans une ère de déclin et que désormais la puissance financière et économique confère les dettes interalliées, nous aurons l'occasion d'y revenir, les plaçait en position tout à fait importante. Et c'est pour ça que leur conception de la paix est une paix qui doit favoriser cette prééminence économique et financière. Alors, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que dans la position américaine, il n'y ait pas des principes extrêmement généreux. L'idée de ne pas faire d'Alsace-Lorraine à rebours, par exemple. Mais n'oubliez pas, je vous prie, ces intérêts bien compris américains. Et donc la question dans cette négociation de paix, cette conférence de Paris, est comment on rapproche les points de vue. Comment on fait pour trouver une solution commune qui satisfasse d'une part Clemenceau et Orlando, et d'autre part le président Wilson et le Premier ministre britannique Lloyd George. Et c'est pas évident. Et c'est si peu évident que ces négociations de paix qui sont menées en personne par ces 4 hommes. Le président Wilson quitte le territoire américain, arrive à Paris, puisque la conférence de paix a lieu à Paris, poids moral de la France oblige. La France n'a pas gagné seule, mais la France est le principal vainqueur et celui qui a payé le prix le plus abominable dans la victoire. Bien, le président Wilson arrive à Paris, en janvier 1919, dans un climat d'enthousiasme. L'opinion intellectuelle est wilsonienne. Mais très vite, on s'aperçoit qu'entre Wilson et Clemenceau, qui n'est pas un ennemi des États-Unis, Clemenceau a vécu aux États-Unis. La femme de Clemenceau est américaine. Clemenceau parle couramment anglais, ce qui est tout à fait original à cette époque-là. Il discute directement avec Wilson pour essayer de rapprocher les points de vue, mais rien n'y fait. Rien n'y fait, chacun campe sur ses positions. Et il faut attendre le mois de mars 1919 pour que tout d'un coup, Clemenceau adoucisse sa position et accepte de renoncer au projet initial français de démantèlement de l'Allemagne.
Ce qui aussi explique qu'il va chercher, puisqu'il fait cette concession-là, des biais pour, ok, je renonce à ce qui était la base de la conception géostratégique de la sécurité française, c'est pas rien. Mais je veux des garanties. Alors, quel est l'élément qui pousse Clémenceau à appliquer ce qu'il avait déclaré à d'autres occasions, à savoir que pour construire la paix, il serait quand même prêt à faire des concessions aux Américains. Et il se passe quand même quelque chose qui est la véritable clé de compréhension de ces négociations de paix. Les Américains, les Britanniques, sont mus par une conception politique des choses qui craint viscéralement que si on affaiblit trop l'Allemagne, celle-ci ne tombe dans le champ du communisme. Que la révolution russe ne s'étende. Que ce qui s'est passé en Russie en 1917 et qui, malgré l'intervention étrangère, a perduré, malgré la guerre civile, est en train de perdurer, avec un prix terrible en Russie. Et ça, c'est une autre histoire. Les Britanniques et les Américains estiment que le danger d'une extension du communisme en Allemagne est la menace qu'il faut parer. Et pour eux, en conséquence, il convient de construire non pas une paix anti-allemande, priorité de Clémenceau, mais une paix anti-soviétique. Et précisément, en mars 1919, on a un signal d'alarme très fort, qu'est la révolution en Hongrie. La Hongrie, dont Wilson s'est déclaré prêt à reconnaître, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, n'est-ce pas, la légitimité historique. La Hongrie connaît une révolution communiste, c'est la révolution de Béla Kun. Alors, vous comprenez, vous avez eu la révolution spartakiste qui a été écrasée, et il y a toujours des tensions. Vous avez à Munich une révolution, la République des Conseils, qui s'installe. C'est pas entièrement une vue de l'esprit que de penser que l'Allemagne peut tomber dans les mains du communisme. Et après tout, la doctrine communiste, n'est-ce pas, c'est celle qui consiste à transformer la défaite en processus révolutionnaire, le défaitisme révolutionnaire, qui a été si bien utilisé par Lénine et par Trotsky, qui a été Trotsky, le grand organisateur de l'insurrection d'octobre 17, enfin de novembre 17, de la révolution bolchevique. Là, l'Allemagne semble, printemps 1919, être prête à s'effondrer. Et donc, c'est ce caractère qui fait que la conférence de la paix va changer de nature. On a eu l'illusion que l'on construirait une paix anti-allemande. En fait, on va devoir négocier une paix anti-soviétique. Alors après, c'est une question de négociation qui va durer en avril et en mai 1919, jusqu'à imposer le traité de Versailles le 28 juin 1919, 5 ans, jour pour jour, après l'attentat de Sarajevo.
Et on nous présente toujours ce traité comme étant un traité très dur contre l'Allemagne. Là aussi, prudence. Eu égard à ce que la France voulait obtenir au départ dans ces négociations, et même s'il y a des conditions dures, et dont certaines, sur lesquelles je vais très brièvement revenir, posent un gros problème, c'est quand même beaucoup moins dur que ceux dont les Français, voire les Italiens, avaient initialement rêvé. C'est une paix de compromis. Alors, évidemment, l'une des premières difficultés qu'il y a, c'est que les Alliés n'étant pas tout à fait d'accord entre eux, je viens de vous l'exposer, ils ne vont pas en plus prendre le soin de convier les vaincus. Ils ont perdu les vaincus, donc malheur aux vaincus. Voilà, ça sera à prendre ou à laisser. Alors, je ne dis pas que les Britanniques ou les Américains n'auraient pas eu par moment la tentation de donner la parole aux Allemands dans ces négociations de paix. Après tout, la France vaincue après les guerres napoléoniennes, lors des négociations du Congrès de Vienne, la France était présente et par certains aspects, le représentant français au Congrès de Vienne, Talleyrand, avait eu un rôle non négligeable. Là, pourquoi on ne donne pas la parole aux Allemands ? Parce que, vous comprenez, les divergences d'analyse entre Français et anglo-américains sont telles que, pour la France, ça aurait été un casus belli. Ce n'est pas une hypothèse d'école, hein. Ça peut paraître tout à fait délirant, vous allez dire que j'exagère encore. Non. Quand les Allemands vont connaître les conditions du traité de Versailles et dire « Ouh là là, non ! Nein !» Clémenceau va dire très clairement « Vous acceptez, vous signez. Parce que sinon, nous, on reprend la guerre. » Ce n'est pas une hypothèse d'école. Et je dirais même que dans certains milieux français, on l'appelle de ses voeux. Pour finir le boulot qu'on n'a pas pu obtenir. Donc c'est à prendre ou à laisser. Et donc ce caractère, les Allemands diront de diktat, fait que, là encore, dans la psychologie collective allemande, cela va entraîner l'idée que par définition c'est une paix terriblement dure. Alors qu'en réalité, je sais que mes propos vont vous choquer peut-être, mais peu importe, parce que c'est moi qui ai raison. Cette paix sera en fait beaucoup moins dure que les desiderata du principal pays ayant payé le prix le plus lourd dans la victoire de 1914-1918. Donc, pas question de donner la parole aux vaincus. Et puis, puisqu'il faut bien donner des compensations à la France qui n'a pas obtenu les choses dont elle rêvait, c'est-à-dire l'éclatement de l'Allemagne, le démembrement de l'Allemagne. Tout bonnement, c'était ça le but stratégique à atteindre. Puisque la France donc n'a pas obtenu ce qu'elle entendait et ce qu'elle estimait être en droit d'obtenir, les Américains vont proposer
deux types de garanties principales. D'abord, une garantie financière. On va dire que les Allemands doivent payer des réparations pour rembourser les dommages de guerre. C'est une clause très importante. Mais immédiatement, Français et anglo-saxons, anglo-américains, ne vont pas être d'accord sur le montant des dites réparations. Si bien que le 28 juin 1919, dans le texte du traité de Versailles, on va dire que les Allemands doivent payer des réparations, mais on ne va pas préciser la somme. Les Français veulent plusieurs centaines de milliards de marks. Or, les Britanniques disent que déjà une vingtaine de milliards de marks or, ce serait ce qu'au nom du réalisme, on pourrait exiger. À ce propos, les Britanniques s'appuient sur un jeune économiste qui est leur expert à cette conférence de la paix, qui est un économiste lambda, qui n'a évidemment aucune importance dans l'histoire, et donc dont il importe peu de retenir le nom, et qui publiera quelques années plus tard un essai tout à fait pénétrant qui s'appelle « Les conséquences économiques de la paix ». Je ne sais plus, j'ai la mémoire qui flanche, comme on chantait dans le temps. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Bon, allez, j'exagère là. John Maynard Keynes. Vous voyez bien qu'entre les théories de Keynes qui dit quelques dizaines de milliards maximum, parce que sinon l'Allemagne ne pourra pas payer, tout simplement. Et les Français qui disent le maximum, plusieurs centaines de milliards, parce que là au moins on va leur mettre la tête sous l'eau. Et par l'affaiblissement économique, on va compenser le fait qu'on n'ait pas obtenu un démantèlement stratégique et étatique de l'Allemagne. Vous voyez bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et chose qui peut nous paraître aberrante, c'est parce qu'il n'y a aucun compromis possible sur le plan de ces réparations qu'on va demander aux Allemands de signer une déclaration de principe, vous paierez des réparations. Et on se met juste d'accord sur le fait que les Français, ayant subi l'essentiel du conflit, c'est en France qu'on s'est battu, dans l'Ouest européen en tout cas, 52% de montant de ces réparations iront à la France. Ça veut dire du point de vue allemand, les mecs là, vous signez un chèque en blanc. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas certain que je signerai facilement un chèque en blanc. Il faudrait vraiment que j'ai le couteau sous la gorge pour pouvoir signer un chèque en blanc. Vous comprenez bien en quoi cette question des réparations constitue une pilule qui ne passe pas pour les Allemands. Mais, allons encore plus loin si vous permettez. Les Américains vont expliquer dans les négociations de paix qu'il faut que l'on justifie juridiquement parlant cette question des réparations. Au nom de quoi va-t-on imposer une question des réparations ? Au nom de quoi va-t-on dire aux Allemands, vous devez réparer les dommages de guerre ? Ben,
les Américains vont imposer dans le droit international un principe assurantiel. Les Allemands vont devoir payer des réparations parce que comme quand on cause un accident de voiture, par exemple, si on est responsable, c'est vous qui payez, enfin, votre compagnie d'assurance. Et jusqu'à plus ample informé, la compagnie d'assurance d'un État, c'est l'État lui-même. Et donc, on va mettre dans ce traité de Versailles, je vais m'arrêter là pour ce soir, mais j'y reviendrai plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais je veux juste que vous saisissiez. On va dire que l'Allemagne est responsable parce qu'elle les a causés des dommages de guerre. Et je répète, dans l'esprit des juristes américains extrêmement subtils, c'est une façon de légitimer tout simplement pourquoi on paye. Mais dans l'opinion publique allemande, cet article du traité de Versailles, sur lequel je reviendrai, vu l'heure, il est 23h20, donc je ne vais pas faire de vieux os devant vous ce soir, mais je veux juste vous donner le malentendu. Alors que pour les juristes américains, voire britanniques, il s'agissait de donner un fondement juridique à la question des réparations, pour les Allemands, le fait qu'on leur dise « vous êtes responsable pour les avoir causés des dommages de guerre », ça veut dire qu'on fait porter la responsabilité du déclenchement de la guerre sur les Allemands et sur les Allemands eux seuls. Et là, j'en reviens à ce que j'ai brièvement évoqué sur les causes de la Première Guerre mondiale. Parce que même si j'ai dit que je ne partageais pas la vision moralisatrice et aseptisée qui mettait tous les États européens dans le même sac, et que je pointais, en tout cas, sur la transformation de l'attentat de Sarajevo en processus conduisant inéluctablement à l'affrontement à travers toute la politique allemande pour la bonne et simple raison qu'elle avait perdu son principal allié avec l'assassinat de François Ferdinand. Et je maintiens. L'Allemagne a voulu la guerre, elle a choisi l'heure après l'attentat de Sarajevo. C'est le jusqu'au-boutisme allemand qui a été la goutte d'eau. Mais enfin, est-ce une raison pour dire que l'Allemagne est seule responsable des dommages de guerre ? La Russie ne voulait-elle pas la guerre, avec sa politique panslaviste de protection des Slaves des Balkans, et ne menaçait-elle pas l'Empire austro-hongrois en 1914 ? Pas uniquement par générosité pour ses frères slaves, mais parce que l'Empire russe, colosse au pied d'argile, était miné par d'importantes contradictions internes, dont avait déjà témoigné sa défaite face au Japon en 1905 et la première révolution russe de 1905. Enfin, les Russes voulaient la guerre. Les Britanniques, là, qui se posent un arbitre neutre, le sujet ne serait pas aussi grave, j'ironiserais sur certains arbitrages britanniques rugbystiques. Je sais qu'il ne faut jamais s'en prendre aux arbitres, mais enfin, quand même. Les Britanniques ne craignaient-ils pas l'expansion maritime
et coloniale allemande, et n'était-il pas décidé à y mettre un terme? Parce que si vous croyez que c'est des gaietés de cœur que les Britanniques sont alliés aux Français, l'entente, je crois qu'il vous manque quelque chose, hein, les enfants. Alors, les Britanniques ne voulaient pas de la superpuissance allemande, il fallait y mettre un terme, il fallait la stopper. Et nous, Français, est-ce que par hasard on ne voulait pas la guerre en 1914? Je sais pas, là, vous avez oublié, on en a parlé, non? La défaite de 1870, l'Alsace et la Moselle, la mystique de la colline inspirée de Maurice Barrès. Enfin, c'est quand même un des éléments fondamentaux de la continuité de la politique française que d'aspirer quand même à récupérer les chères provinces perdues d'Alsace et de Moselle. Et dans un climat aussi passionnel, comment voulez-vous faire avaler à l'opinion publique allemande que le principe fondateur des réparations, vous payez parce que vous les avez causées, vous les payez parce que donc vous êtes responsable de la guerre. Comment voulez-vous faire comprendre la subtilité d'une démarche assurantielle qui ne peut être que comprise que comme une notion de culpabilité, de responsabilité et de culpabilité politique. Et donc pour l'opinion publique allemande, c'est un déni de justice. C'est tout bonnement un déni de justice. Alors excusez-moi, par rapport au but de guerre du président Wilson, qui a finalement imposé son point de vue là. On ne démantèle pas l'Allemagne, mais on l'en sert. S'agit-il d'une paix juste? D'une paix qui répond au principe, sa déclaration. Je ne veux pas faire d'Alsace-Lorraine à rebours. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas que ce traité de paix soit la cause d'une autre guerre. Excusez-moi, c'est plutôt raté. Et les Américains en ont conscience. Parce que, et c'est promis juré, ma dernière remarque pour ce soir, ils sont tellement conscients qu'il s'agit d'une cote mal taillée. Si on veut une paix généreuse, on fait une paix généreuse. Si on veut une paix dure, on fait une paix dure. Mais on ne reste pas, n'est-ce pas, au milieu du gué. Moi, j'ai pour coutume de dire qu'on ne franchit pas le Rubicon pour pêcher à la ligne. Donc, voilà. Les Américains savent très bien que l'opinion allemande ne le prendra pas, n'acceptera pas, ne comprendra pas, ou fera semblant de ne pas comprendre, et en tirera prétexte pour préparer la revanche. Alors les Américains ont une idée absolument géniale, enfin le président Wilson a une idée absolument géniale. Puisque les Allemands n'hésiteront pas, n'est-ce pas, à tenter de prendre leur revanche contre les Français. Il faut les en dissuader à tout prix. Et donc les Américains proposent une alliance permanente à la France. Une alliance permanente à la France. De sorte que, Eureka! Alléluia! Une garantie permanente à la France, par définition, c'est la paix assurée. Parce que les Allemands ne seront pas malades
au point de déclarer la guerre à la France, sachant que ça va entraîner l'intervention des États-Unis. Magnifique, merveilleux, exceptionnel. Et c'est sur cette base-là, grosso modo, je reviendrai dans les détails la prochaine fois, qu'on signe le 28 juin 1919. Mais comme je suis allez, disons le mot, un emmerdeur, un empêcheur de penser en rond, là, ai-je le droit de pointer du doigt une objection? Qui c'est qui ratifie un traité aux États-Unis? Hein? C'est pas le président des États-Unis, jusqu'à plus ample informé, c'est le Congrès. C'est le Sénat. La diplomatie américaine, depuis ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la doctrine Monroe, les questions américaines aux Américains, le reste aux autres. La tentation isolationniste. Comment les Français peuvent-ils être suffisamment naïfs pour croire que ce traité, avec cette garantie universelle, permanente, pour l'éternité, donnée à la France, comment les Français peuvent-ils penser que le Sénat américain va le ratifier? Surtout que, mettez-vous à la place d'un Américain, est-ce qu'il apprécie forcément que le président des États-Unis, à l'exception d'un bref séjour, parce que les modes de transport sont quand même longs à cette époque-là, puis il n'y a pas Internet, on est d'accord, il n'y a pas de vidéoconférence. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique américaine est extrêmement sensible au fait que Wilson soit accueilli comme un héros à Paris? La place du président des États-Unis, c'est pas à Paris, c'est à Washington. Si bien que dès le mois de septembre 1919, dès l'automne 1919 en tout cas, le Congrès américain va répondre « Sorry, non. No sorry. On ne signe pas. On ne ratifie pas. » Si bien que dès septembre 1919, qu'est-ce qui reste? Il reste l'humiliation pour l'Allemagne, sans la sécurité pour la France. Alors vous mélangez le tout là dans votre mixeur intellectuel, vous en faites votre bouillie, vous l'assimilez, vous mettez ces deux caractéristiques originales, une paix de compromis parce que il faut faire un barrage contre l'Union soviétique et la révolution russe, une paix anti-soviétique avant que d'être une paix anti-allemande, et le caractère illusoire de la garantie américaine, il reste l'humiliation pour l'Allemagne sans la sécurité pour la France. Je reviendrai plus en détail parce que cette question est tellement importante qu'elle va aussi entraîner sur des plans beaucoup plus profonds, sur des ressorts qui touchent plus viscéralement encore au fonctionnement de la société française, des conséquences très, très importantes. Donc, je compléterai cela par une deuxième vidéo, ce qui signifie que, comme je parle français, enfin j'essaye, s'il y a une première et une deuxième, c'est qu'il y en aura forcément une troisième, voire une quatrième, pour essayer de comprendre ces problématiques-là. Et oui, je continue à complexifier et je n'en ai aucun remords. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre attention.